Damon Armstrong, un youtubeur anglais passionné de réparation automobile, achète une Lamborghini Urus pour l'offrir à sa petite amie. Elle lui revient bien moins cher qu'un modèle neuf, mais pour une raison évidente, acheter une voiture de sport accidentée est toujours un pari risqué, car il est impossible de connaître tous les problèmes dès le départ. Cependant, il a l'habitude de ce genre de réparation. Il a déjà restauré de nombreux modèles de sport européens gravement endommagés et les a remis sur la route. Nous avons d'ailleurs réalisé plusieurs vidéos sur ces projets, comme la réparation d'une Porsche GT3, d'une BMW M3 ou encore d'une Rolls-Royce modifiée par Mansory. Si vous aimez les Lamborghini ou les supercars en général, regardez cette vidéo jusqu'au bout, car elle va beaucoup vous plaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici. C'est parti, car je suis très impatient. Il trouve que le prix du neuf est souvent exagéré. Par exemple, une Lamborghini Urus neuve coûte environ 240 000 livres sterling, la monnaie du Royaume-Uni. Lorsqu'il découvre cette Urus en photo lors d'une vente aux enchères, il est convaincu qu'il s'agit d'une occasion unique de l'acquérir à une fraction de son prix d'origine. Les enchères commencent à 26 000 livres et il finit par l'emporter pour environ 120 000 livres. Un montant certes élevé, mais qui représente presque la moitié du prix du neuf. Une fois la Lamborghini Urus arrivée dans son garage, il la laisse stationner au même endroit pendant 10 mois entiers, car il est occupé sur d'autres projets. Il commence la réparation, mais avant cela, il travaille sur un autre projet. Un Range Rover noir mat impressionnant. Il l'avait également acheté aux enchères, après un accident, mais les dégâts étaient bien moindres que ceux de l'Urus de cette vidéo. Si vous souhaitez une vidéo complète à son sujet, dites-le nous, et nous la réaliserons. Ce véhicule appartient à sa compagne depuis très longtemps et sert de voiture du quotidien. Elle a parcouru 175 miles, un chiffre conséquent au compteur. Elle lui demande combien de temps prendra la réparation de l'Urus, mais il n'a pas de réponse précise à lui donner. Après 10 mois d'attente, il décide enfin de se lancer dans le chantier, qui nécessitera un investissement colossal en temps, en efforts et en argent. Malgré l'état catastrophique de l'avant du véhicule, certains détails du monstre italien attirent immédiatement l'œil. Les 4 sorties d'échappement signées Akrapovic, les jantes de 23 pouces qui impressionnent toujours lorsqu'on les voit en vrai, et bien sûr, l'un des points forts de Lamborghini, son grand espace de rangement. Le capot est carrément jeté dans le coffre, et lorsqu'il l'ouvre, il découvre l'ampleur des dégâts qui ont fait chuter la valeur de la voiture de moitié. De nombreuses pièces manquent totalement. Les ailes avant gauche et droite sont détruites, les jantes magnifiques qui y sont rayées, le pare-brise est fissuré en bas, et l'airbag latéral est déployé. D'ailleurs, tous les airbags se sont déclenchés. Pourtant, rien de tout cela ne l'inquiète. Il ne s'attendait peut-être pas à tout, mais il savait bien qu'une voiture accidentée présenterait ce genre de problème. Ce qui l'inquiète vraiment, c'est que le bras du châssis côté gauche a bougé de son emplacement. L'impact a été extrêmement violent, affectant cette partie comme si la voiture avait subi un crash test latéral. De plus, la prise d'air du moteur est arrachée, ce qui lui fait craindre que le moteur ne fonctionne même plus. Lors de la vente aux enchères, il était d'ailleurs précisé que le moteur ne démarrait pas. Il remarque aussi qu'une pièce du collecteur semble avoir été touchée par le choc. Ce moteur lui rappelle une autre galère, la réparation de l'Audi RS6, un projet sur lequel nous avions fait une vidéo impressionnante que vous devez absolument revoir après celle-ci. C'était un vrai cauchemar à remettre en état. Ce moteur est pourtant d'une puissance redoutable et équipe plusieurs modèles du groupe Volkswagen après avoir été développé, comme l'Audi RS6, la Bentley Continental GT et, bien sûr, la Lamborghini Urus, star de cette vidéo. Le fait qu'une pièce en plastique soit cassée l'inquiète, car il redoute que des fragments aient pu pénétrer à l'intérieur du moteur. Pour mener la réparation correctement, il doit le sortir du véhicule, mais avant de commencer à réparer le châssis, il veut s'assurer que le moteur est en bon état. Il retire donc le capot et le met de côté. Pour tenter un démarrage, il lui faut une source d'alimentation. Sur cette voiture, le moteur est à l'avant, mais la batterie se trouve dans le coffre. Heureusement, le constructeur a prévu des bornes de connexion à l'avant pour faciliter l'accès en cas d'urgence. Il branche un appareil pour tenter de ramener la Lambo à la vie. Il connecte la borne positive, puis la masse, avant d'ouvrir le coffre et d'accéder à la batterie. Il remarque immédiatement la tension indiquée, 48 volts, soit presque le double de la tension habituelle pour ce type de véhicule. Il insère ensuite la clé pour vérifier s'il reste du carburant dans le réservoir, et heureusement, il y en a encore un peu. L'étape suivante consiste à vérifier l'huile moteur et à nettoyer les prises d'air, qui sont extrêmement encrassées après tant de mois d'immobilisation. Impossible de mesurer le niveau d'huile sans démarrer le moteur.
Il enlève donc un élément du renfort avant, une pièce courante sur la plupart des voitures de sport, conçue pour rigidifier la structure du châssis. En observant les turbos, il est impressionné par leur design. De véritables pompes à air comprimé, prêtes à libérer toute la puissance du V8. L'air va s'infiltrer directement par le conduit cassé, et il n'est pas certain que le moteur puisse fonctionner correctement dans ces conditions. Il remet en place un tuyau métallique du côté droit et discute avec son père, qui ne croit pas une seconde que le moteur va redémarrer. C'est finalement sa compagne qui tente de démarrer la voiture en appuyant sur le bouton « Start Engine ». Mais rien ne se passe. La batterie est totalement morte. Son père lui apporte un autre câble adapté à cette tension plus élevée et ils essayent à nouveau. Cette fois, miracle, le cœur de l'Urus se remet à battre après des mois d'inactivité. Il est évidemment ravi et se précipite pour écouter le rugissement du V8 à travers les 4 sorties d'échappement. Le moteur tourne et la boîte de vitesse est bien en position neutre, sans aucun blocage. Depuis l'accident, il fallait enfin faire entrer ce monstre italien dans le garage. Mais les roues d'autres ne roulent pas plus en ligne droite. Son père place un cric à l'avant, car la roue gauche est complètement détruite. Il la descend ensuite sur une petite plateforme à roulettes, comme celle utilisée dans les showrooms pour faciliter le déplacement. Il répète la même opération pour la roue droite et fixe solidement les supports. Ensuite, il attache l'Urus à une BMW pour tenter de la tirer. Le déplacement est difficile, mais ça fonctionne. L'accident ayant été très médiatisé, il était apparu dans plusieurs articles d'actualité. La voiture s'était encastrée dans un arrêt de bus pendant une tempête de neige, ce qui explique probablement la perte totale d'adhérence des pneus à ce moment-là. Plutôt que de tirer la Lambo en marche arrière, il change de stratégie. La BMW tire depuis l'intérieur du garage et une Mercedes V8 vient prêter main forte. 2 Allemandes unissent leurs forces pour déplacer un Italien gravement blessé. Une fois la voiture bien installée, il tente de la redémarrer une nouvelle fois et il la recule légèrement. Son père est ravi de voir enfin l'Urus sur le pont, prêt à être soulevé. C'est à ce moment-là que les vrais dégâts commencent à apparaître. La biellette de direction gauche est non seulement pliée, mais littéralement écrasée. En revanche, le côté droit est intact. Il retire un cache en plastique qui recouvrait la partie inférieure avant et découvre l'ampleur du défi à venir. Le plus gros problème reste l'impact sur le châssis côté gauche. Avant de commencer les réparations, il doit libérer tout l'espace autour, retirer les roues, la suspension et toutes les connexions électriques à proximité. Il enlève la pièce avec précaution et découvre une chose impressionnante. La taille de l'étrier de frein est tout simplement incroyable. C'est l'un des plus gros étriers jamais installés sur une supercar avec 10 pistons. À ce stade, les dégâts deviennent encore plus clairs. Il retire 2 caches en plastique déchirées au-dessus de la roue, qui étaient totalement détruits, mais heureusement, il n'y a aucun dégât en dessous. Vient ensuite le moment crucial. Séparer entièrement le système de transmission du châssis, exactement comme il l'avait fait lors de la réparation de l'Audi RS6. Il commence par démonter les bras de suspension reliant le moyeu de la roue et les bras de commande de la suspension. Tous les capteurs sont soigneusement débranchés, ainsi que le câblage du système ABS. Il retire ensuite l'énorme étrier de frein, qui est à la fois massif et d'une beauté impressionnante. Il est maintenu par un seul gros boulon sur le côté, et il choisit cette méthode pour ne pas avoir à déconnecter la durite de frein. Devant lui se trouve le disque de frein en carbone céramique, dont le prix atteint 5000 livres sterling, une somme astronomique. Mais ces disques sont les meilleurs du marché, d'où leur coût élevé. Il fait extrêmement attention à ne pas les endommager, car un choc trop violent pourrait les fissurer. Il soulève ensuite l'Urus au maximum, car il doit retirer l'ensemble moteur-boîte de vitesse en un seul bloc. Pour cela, il démonte tout ce qui y est relié, comme l'arbre de transmission et l'intégralité du système d'échappement. Il y a plusieurs colliers de fixation et des boulons métalliques qui maintiennent les conduits en place. Leur démontage est assez simple, sauf pour quelques vis rouillées. Plutôt que de perdre du temps, il opte pour une solution radicale. Il coupe autour avec une scie, puis donne quelques coups de marteau pour les extraire facilement. Bien que massif, l'échappement reste étonnamment léger, car il est entièrement en titane. L'étape suivante consiste à retirer l'arbre de transmission, aussi appelé drive shaft ou cardan. Si votre voiture est une traction avant, cette pièce n'existe pas, car elle sert uniquement à transmettre la puissance de la boîte de vitesse au différentiel arrière, puis aux roues arrière. On la retrouve donc uniquement sur les véhicules à propulsion ou à transmission intégrale. Il commence par retirer l'isolant thermique qui le recouvre, puis, avec une forte traction, il parvient à le détacher de son emplacement. Cette pièce coûte extrêmement cher, parfois plusieurs milliers de dollars sur les modèles sportifs et supercars. Ensuite,
Il dévisse tous les boulons qui fixent la boîte de vitesse au châssis par en dessous. Il travaille rapidement et sait exactement où se trouvent les vis à retirer, car il a déjà démonté et remonté un moteur similaire de nombreuses fois sur l'Audi RS6. Si vous voulez en savoir plus, il recommande de revoir la vidéo où il explique en détail ce processus. Il continue à retirer les fixations une par une, y compris les boulons maintenant le berceau moteur en place. La dernière étape avant l'extraction complète du moteur consiste à déconnecter le cerveau de l'Urus, le module ECU. Il débranche également toutes les durites de carburant, en sachant que le remontage prendra sûrement beaucoup plus de temps que le démontage. À ce stade, la Lamborghini Urus est méconnaissable. Il trouve un boulon légèrement tordu, ce qui confirme que le châssis a bien bougé, même de quelques millimètres seulement. Il prépare ensuite un support en bois robuste sur lequel viendra se poser le cœur de cette machine italienne. Enfin, il retire le dernier boulon, soulève la structure et laisse apparaître le moteur gigantesque, tandis que la carrosserie s'élève lentement. Sous la voiture, le downpipe de l'échappement devient visible, révélant l'impressionnante configuration du système d'échappement de cette supercar. La boîte de vitesse est une véritable merveille. Mais actuellement, c'est le châssis qui fait vraiment peur. Les véritables dégâts apparaissent progressivement après le retrait du moteur. Le principal défi réside dans le bras gauche du châssis, qui a absorbé toute la force de l'impact. Il rencontre toujours un problème avec les marques qui ne sont pas anglaises. Il ne peut pas commander directement une pièce auprès du constructeur pour reconstruire le châssis. Il se souvient avoir vécu la même situation lors de la réparation de la Porsche GT3 aux États-Unis. Il pourrait acheter un bras de châssis complet auprès de Lamborghini, mais il ferait face au même problème qu'avec le moteur de la Ferrari F430. Il ne lui fournirait ni les étapes de réparation, ni un manuel détaillé, car il n'est pas enregistré comme garage agréé pour leur modèle. La solution la plus simple et la plus rapide serait donc d'obtenir les mesures et les instructions de réparation auprès d'Audi, car il pense que l'Audi Q7 partage la même plateforme que l'Urus. Il imprime alors une feuille avec les dimensions précises et espère que celles de l'Urus sont identiques. Il utilise un outil de mesure pour vérifier les distances entre les bras du châssis au millimètre près. La première mesure est correcte, 470 mm, conformément aux indications. Une variation de plus ou moins 2 mm resterait acceptable. Cependant, la deuxième mesure est totalement erronée. À ce moment-là, il n'est plus sûr de savoir s'il aurait dû se baser sur les dimensions de l'Audi Q8 au lieu de celles du Q7 ou si le bras droit du châssis est lui aussi affecté. Il s'est également déplacé de sa position initiale, ce qui signifie qu'il n'y a plus de point de référence précis pour effectuer les mesures. Il décide alors de revoir ses calculs sur le tableau. Il se rappelle qu'il a acheté cette Lamborghini pour 120 000 livres sterling, un montant énorme, mais il estime que sa valeur reste préservée, même avec tout l'avant détruit. Il explique qu'il l'a laissé à l'arrêt pendant plusieurs mois parce qu'aucune pièce d'occasion pour l'Urus n'était disponible sur le marché. Et s'il envisageait d'acheter toutes les pièces neuves directement chez Lamborghini, il serait assuré de perdre de l'argent sur la réparation. Il pense que s'il réussit à la remettre en état, il pourrait peut-être la revendre hors du Royaume-Uni, dans un pays comme l'Inde, où sa valeur pourrait être bien plus élevée. Il revient examiner l'image qu'ils utilisent comme référence pour les mesures et comprend pourquoi ils se sont trompés. Il prenait comme repère le bras gauche du châssis, qui était tordu. C'est pour cette raison que les résultats semblaient incohérents. Il réalise alors que le bras droit, lui, est totalement intact et n'a pas bougé lors de l'accident. L'étape suivante consiste à installer la nouvelle pièce en remplacement de celle endommagée sur le châssis de l'Urus. Avant cela, il enlève la peinture qui recouvre les boulons de fixation et applique un produit pour faciliter leur retrait. Il répète la même procédure sur tous les boulons. Le travail est minutieux et prend énormément de temps. Mais heureusement, son père l'aide sur l'autre côté pour accélérer le processus. Ce qui le surprend, c'est qu'aucune soudure n'est nécessaire pour retirer ce bras du châssis. Il expose alors cette partie à une chaleur intense pour faciliter l'extraction. Pour commencer le processus de séparation du bras du châssis, il utilise un gros burin et frappe vigoureusement plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se détache enfin. Pendant tout ce temps, ce qui attire son attention, c'est l'énorme étrier de frein orange suspendu à sa place. Le cadre intérieur de l'aile est également endommagé, surtout sur le côté gauche, là où l'impact a eu lieu. Il y a aussi une légère bosse sur le côté droit au même niveau. Il décide alors de retirer ces deux parties complètement, à l'exception du bras droit du châssis, qui est resté intact. Il procède au démontage de cette section avant en utilisant la même technique que pour retirer le bras. Mais cette fois-ci, il ajoute une étape de ponçage et utilise une lame fine pour séparer proprement les pièces. Il répète exactement les mêmes étapes sur le côté droit, où l'impact est plus léger. Une fois les nouvelles pièces préparées, il enlève les couches de peinture aux endroits où seront fixés les boulons, afin d'assurer un bon ajustement. Il positionne ensuite la pièce de manière provisoire et effectue plusieurs mesures avant de visser quoi que ce soit. Comme tout est parfaitement aligné,
Il commence à fixer les boulons de l'intérieur vers l'extérieur. Pour garantir que l'ajustement est précis, il vérifie ses mesures encore et encore, car si cette étape est mal réalisée, il devra tout démonter et recommencer depuis le début. Ensuite, il utilise une perceuse pour créer des trous afin d'installer les nouveaux rivets. Après avoir percé tous les emplacements nécessaires, il applique une colle extrêmement résistante pour renforcer la fixation du métal. Il se rappelle qu'il a suivi exactement cette même procédure lorsqu'il a réparé la BMW M5 qui avait une couleur rose très distinctive. Avec une grande prudence, il veille à bien répartir l'adhésif sur toute la surface concernée. Il fixe solidement tous les rivets pour garantir une fixation extrêmement robuste dans cette zone. Et s'il a le moindre doute sur leur solidité, il n'hésite pas à tester en s'y accrochant, car ces pièces sont conçues pour offrir une rigidité structurelle très élevée dans n'importe quelle voiture. Il achète ensuite 2 pièces spécifiques qui se montent sur les bras du châssis. Ces pièces ont des emplacements de fixation spécifiques, donc il ajuste les trous sur la base carrée où elles doivent être installées. Il applique également la même colle résistante pour renforcer leur fixation. Il achète aussi un nouvel outil pour manipuler ces vis spéciales qui ne sont pas standards. Avec un pistolet de serrage, il les fixe fermement. Comme pour les rivets précédents, il s'assure qu'ils sont bien en place en les comprimant solidement. Ensuite, il mesure les distances en utilisant des points de référence précis des 2 côtés du châssis. Cette étape est essentielle pour percer les nouveaux emplacements des fixations sur le bras installé. Grâce à son expérience dans la réparation de voitures accidentées, il gagne en rapidité et en précision au fil du temps. Il installe enfin cette pièce sur le support prévu à cet effet. C'est la première fois qu'il voit ce type de vis, ce qui l'étonne un peu. L'étape suivante est cruciale, la préparation pour la peinture. Comme les pièces sont de 2 couleurs différentes, il applique d'abord un apprêt anti-corrosion pour éviter la rouille. Ensuite, il scelle les jonctions métalliques avec un produit isolant avant de pulvériser la peinture noire sur les 2 côtés pour harmoniser l'ensemble. Une fois les travaux sur le châssis terminés, il s'attaque au moteur qu'ils ont retiré plus tôt. Il le sort à l'extérieur de l'atelier et fait appel à une entreprise spécialisée pour effectuer un nettoyage au dry ice, glace carbonique. Cette technique permet de restaurer l'apparence et la texture du moteur et de la boîte de vitesse, leur donnant l'aspect d'un ensemble tout juste sorti d'usine. Et comme il était resté immobilisé pendant plus d'1 an, son père a remarqué une fissure évidente sur le support moteur ainsi qu'une cassure au niveau du subframe. Pendant la réparation de l'Urus, Lamborghini lançait le modèle Urus S, plus léger et plus récent, avec quelques améliorations mineures. Cela risquait de diminuer la valeur de sa version, donc il devait accélérer les réparations. Il trouve une annonce pour un support moteur provenant d'une Audi Q7 à 66 livres et un subframe avant d'Audi à 350 livres. Une fois la pièce commandée reçue, il s'arrête un instant sur une photo montrant l'ensemble du système de transmission de l'Urus quasiment complet, ne manquant que le drive shaft et le différentiel arrière. Il est impressionné par sa taille en se tenant à côté. Mais il réalise rapidement une différence. La pièce de l'Audi a des emplacements pour 4 boulons, tandis que celle de la Lamborghini en nécessite 6. Cela signifie qu'elle ne s'adaptera pas correctement. Ce dont il a vraiment besoin, c'est un support moteur spécifique à l'Urus. Mais il est confronté au même problème qu'avec beaucoup d'autres réparations. La voiture est une version conduite à droite, contrairement au modèle vendu en Angleterre. Il se rend également compte qu'il s'était trompé en commandant, car les 2 supports moteurs sont fissurés, pas un seul. Cela signifie qu'il a perdu du temps et de l'argent inutilement. Et aucune des pièces commandées ne conviendra. Le subframe correct arrive finalement, mais il lui coûte 700 livres. L'étape suivante, qui est particulièrement éprouvante, consiste à transférer le cœur de la bête italienne vers ce nouveau subframe. Il commence alors à démonter tout le système de suspension. Et il se rend compte de la taille impressionnante d'un seul amortisseur de cet Urus. Il remplace l'ancien par le nouveau, mais pour cela, il doit retirer une quantité énorme de boulons. Il en profite également pour changer la biellette de direction qui était tordue lorsqu'il l'avait inspectée au début. Comme toujours, toutes les pièces qu'il commande portent le logo Volkswagen ou Audi. Il les remplace par des neuves, remet en place les caches de protection et les fixe correctement sur le nouveau subframe. Juste en face, il installe la barre anti-roulis. Tout sur cet Urus est surdimensionné. Il abaisse ensuite le support moteur à un niveau qui lui permet de le fixer correctement au châssis. L'opération se fait rapidement et avec précision. L'étape suivante consiste à réinstaller les amortisseurs. Il s'assure que tous les boulons sont bien en place avant de penser à remettre le moteur. C'est à ce moment-là qu'il remarque les disques en carbone hors de prix, surmontés par les plus gros étriers disponibles sur le marché. Il répète le même processus du côté gauche,
mais il se rend compte qu'un des bras de suspension en double triangulation est plié. Le problème, c'est qu'il sait déjà, par expérience, que le boulon qui le fixe est extrêmement difficile à retirer. Il décidera de s'en occuper plus tard. Pour l'instant, il continue le remontage et remet en place la colonne de direction. Il repositionne les deux roues avant, puis abaisse le cric au sol. C'est un travail impressionnant. Il ne reste plus qu'à ajuster le moteur et le remettre en place. L'accident a causé des dégâts sur plusieurs éléments à l'avant du bloc, notamment le collecteur d'admission d'air, une pièce qui lui avait déjà posé problème lors de la réparation de l'Audi RS6, car chaque entrée d'air y était équipée de valves complexes. Mais ici, le design ne comporte pas cette pièce, donc aucun message d'erreur ne s'affichera au démarrage. Il achète un nouveau collecteur d'admission, car l'ancien, endommagé par le crash, avait une partie cassée. Il le paie 172 livres. Il commande également 2 nouveaux papillons d'admission, chacun coûtant 193 livres. C'est la taxe à payer pour un V8. Énormément de pièces et des coûts élevés. Le compresseur de climatisation a été endommagé dans l'accident, et la poulie du système d'accessoires était pliée. Il trouve un compresseur d'occasion à 750 livres, un prix incroyablement élevé. De plus, les 2 galets tendeurs de la courroie sont cassés. Les dépenses ne cessent d'augmenter. Les 2 boulons centraux sont faciles à remplacer, mais ce moteur est incroyablement complexe en raison du grand nombre de composants qui le composent. Il y a aussi des fissures dans les durites plastiques du circuit de refroidissement, donc il les remplace par des neuves. Il ne s'attendait pas à devoir changer autant de pièces sur cet Urus. Pour réduire les coûts, il essaie de redonner sa forme d'origine à une durite du radiateur qui a été comprimée. Il tente de la chauffer pour lui redonner sa forme initiale, mais il se rend compte qu'il devra la retirer complètement s'il veut la remettre correctement. Il cherche alors le prix d'une nouvelle durite chez Lamborghini et hallucine en voyant qu'elle coûte plus de 500 livres. Il décide donc de l'envoyer à un atelier spécialisé pour qu'il la remette en état. Le lendemain, comme d'habitude, il reçoit une commande, un downpipe pour l'échappement. Le son, une fois installé, va sûrement résonner dans tout le garage. Il commence par remplacer la première section du côté du moteur et la raccorde facilement au reste du système d'échappement. Mais il reste encore des pièces à assembler. Il installe enfin les supports moteurs, qui étaient en très mauvais état. Il en achète 2 pour une Bentley Bentayga qui utilise le même moteur. Les 2 supports lui coûtent 140 livres et sont quasiment identiques à 100%. Il commence par monter celui du côté droit, puis installe celui de gauche sans problème. Les pneus, quant à eux, sont complètement détruits. De plus, pour une raison inconnue, un boulon est totalement grippé et refuse de se desserrer. Il essaie alors avec une clé dynamométrique à long bras qui parvient généralement à débloquer n'importe quelle vis, même très serrée. Il démonte les 2 roues et les envoie à son centre habituel pour réparation. Pendant ce temps, il essaie de repositionner la boîte de vitesse derrière le moteur colossal de 4,0 litres, mais il rencontre des difficultés pour l'aligner correctement sur les supports. C'est à ce moment qu'il découvre que le papillon d'admission gauche, censé être intact, est en réalité percé, avec des morceaux de plastique à l'intérieur. Heureusement qu'ils s'en sont aperçus avant le remontage complet, sinon ils auraient dû ressortir le moteur une seconde fois. Il va chercher le tube en métal qui avait été plié et reçoit un autre collecteur d'admission d'occasion de la part de son fournisseur habituel. Il redescend le moteur dans son emplacement et l'ajuste correctement sur le subframe. Enfin, l'Urus commence à retrouver vie. Il remonte le support moteur en position haute et resserre soigneusement tous les boulons restants sur le châssis. Il va maintenant reconnecter l'arbre de transmission, une pièce essentielle. Son montage est relativement simple, reliant la boîte de vitesse au différentiel arrière. Enfin, il remet en place toutes les durites du circuit de refroidissement. Il a remonté le cardan gauche à sa place, l'a fixé à la roue, puis a reconnecté la fiche électrique et les capteurs à leur emplacement, sans oublier l'unité de contrôle électronique, ECU. Il a commandé une quantité impressionnante de colliers de serrage et de joints en silicone, ainsi que tout capteur manquant depuis l'accident. Le sol était jonché d'innombrables pièces. À chaque fois qu'il trouvait un câble ou une fiche coupée à cause de l'accident, il répétait l'opération en achetant un faisceau électrique complet pour en extraire les parties nécessaires et les installer, se disant qu'elles pourraient lui servir pour d'autres projets de réparation à l'avenir. C'était littéralement un enchevêtrement de fils et de connecteurs au sol. Il optait toujours pour la solution la plus rapide, pas forcément la moins chère. Très souvent, la remise en état complète du système électrique de ce monstre italien l'amenait à la plus grande pièce de cette vidéo de réparation,
le radiateur géant. Normalement, cette pièce n'est pas compliquée à installer, elle a un emplacement évident et peu de tuyaux à raccorder. Mais selon lui, c'était le radiateur le plus complexe qu'il ait jamais vu. À l'avant, il y avait le condenseur de climatisation, un élément classique avec ses deux conduites de fluide frigorigène, l'une froide et l'autre chaude, ce qui restait simple. Mais il y avait aussi deux intercooleurs pour les turbos, un à droite et un à gauche. Le vrai défi résidait dans le système de refroidissement du moteur lui-même. Il comprenait une pompe à eau principale au centre, mais aussi deux petites pompes situées près de chaque petit radiateur. Le constructeur avait fait un travail remarquable pour tenter de refroidir cette machine infernale. Sans compter l'ajout d'un solénoïde, une sorte de vanne mobile qui venait encore complexifier l'ensemble. Il l'utilise pour refroidir la boîte de vitesse, qui dispose de son propre système de refroidissement entièrement séparé. Toutes les pièces étaient dispersées au sol, et il a découvert une ouverture dont il ignorait la fonction. Il a commencé à installer les durites dont l'emplacement était évident, les fixant avec des colliers métalliques. Il a ensuite facilement raccordé les deux conduites de climatisation à leur place et vissé toutes les vis qui fixent la partie avant au châssis. À ce stade, il était prêt à ajouter le liquide de refroidissement ainsi que l'huile moteur. Après avoir installé le downpipe, il a décidé de remplacer complètement l'échappement par un modèle en titane de chez Valvetronic. L'aspect était incroyable avec cette teinte bronze, et en plus, il était équipé d'une valve électrique permettant de contrôler son ouverture et sa fermeture. Il a fixé tous les points de vissage exactement comme à l'origine, et a fait passer les deux câbles des valves à travers une ouverture sous le coffre. Ensuite, il a installé les 4 embouts d'échappement. À ce moment-là, il s'est rappelé que le démarrage allait produire un son venu d'un autre monde. Il a ouvert le coffre pour récupérer les câbles des valves, mais il ne les voyait pas. Il a donc dû démonter toute la garniture du coffre pour y accéder, avant de tout remettre en place. Il a ensuite installé l'unité de commande fournie avec l'échappement dans le compartiment latéral. Celle-ci fonctionne avec une télécommande, et c'est peut-être l'élément qu'il a le plus apprécié dans toute cette réparation. Enfin, il a réinstallé le bouclier thermique de la boîte de vitesse et a fait l'appoint d'huile moteur en ajoutant 8,5 litres avant de remplir également le réservoir auxiliaire. Il s'est rendu compte qu'il y avait une fuite importante et a découvert que le réservoir de liquide de refroidissement était fissuré au niveau du tuyau. Il l'a démonté et en a commandé un neuf en parfait état. En attendant sa livraison, il a tenté de colmater la fuite avec une substance étanche, puis a refait le remplissage. Mais la fuite persistait. Le collage n'était pas une solution viable, mais il a décidé de démarrer le moteur malgré tout. Enfin, le monstre s'est réveillé après de longs mois d'inactivité. Dire que l'échappement était bruyant serait un euphémisme, et il était certain que le son en vidéo ne rendait pas justice à la réalité. Il a ensuite réceptionné les 2 nouvelles roues avec leurs pneus flambant neufs et les a installées. Bien sûr, il était impossible de ne pas remarquer la largeur impressionnante des pneus. Enfin, la voiture était de retour sur la route. Il pouvait maintenant savourer la symphonie italienne. Il était temps de remplacer les airbags qui s'étaient déclenchés lors de l'accident, un dans le volant et 2 autres sous forme de rideaux latéraux. Pour accéder aux fixations des airbags latéraux, il a dû démonter toute la garniture du toit. Une fois le revêtement retiré, leur emplacement était parfaitement visible. Avec un simple levier fin, il les a extraits un par un. Le nouvel airbag coûtait 350 livres sterling. Son installation était simple. Il se clipsait directement à sa place et il l'a ensuite fixé aux attaches qu'il venait de retirer. Il ne restait plus que le pare-brise à remplacer puisqu'il était fissuré. Mais avant cela, il a voulu installer le nouvel airbag du volant. Celui-ci était maintenu par un clip à l'arrière qu'il a retiré facilement. L'airbag neuf était intact et bien fermé. Il a rebranché sa fiche et l'a enclenché à sa place. Enfin, il a branché l'appareil de diagnostic pour vérifier d'éventuelles erreurs et aucune alerte liée aux ceintures de sécurité n'était détectée. Les ceintures étaient bloquées depuis l'accident. Il a donc démonté les sièges et les a sortis de la voiture, puis il a retiré les mécanismes des ceintures de sécurité, y compris la banquette arrière, pour remplacer aussi les ceintures arrière. S'il devait les acheter toutes d'occasion, cela lui coûterait environ 1200 livres sterling, un prix totalement excessif. Il a donc préféré les envoyer à un centre spécialisé pour tenter de les réparer plutôt que de les remplacer entièrement. Il a ensuite acheté 2 ailes pour 1290 livres sterling. À ce stade, il semblait que les coûts de réparation avaient totalement échappé à tout contrôle. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'il en sortira gagnant ou perdant avec cette restauration de la voiture? Les ailes avaient une teinte légèrement différente de celle de la carrosserie, mais il prévoyait de repeindre aussi les portes plus tard. Elles étaient montées sur un cadre métallique qui devait être fixé à la structure. Vient ensuite le tour du capot.
Il devait remplacer les 2 loquets qui avaient été tordus lors de l'accident. Il a installé les nouveaux loquets et les a solidement vissés. Le capot qu'il avait trouvé était d'occasion, mais il était déjà de la même couleur que la voiture. Avant de repeindre les ailes et les portes, il a décidé d'envoyer la voiture dans un centre spécialisé pour faire remplacer le pare-brise, une tâche qu'il ne réalise jamais lui-même. Là-bas, ils appliquent une colle spéciale pour fixer le cadre du pare-brise au métal. Cette opération lui a coûté 185 livres sterling. Les coûts de réparation de cette voiture lui rappelaient une vidéo qu'il avait faite sur une Rolls-Royce, où les prix des pièces étaient également astronomiques. Il a ensuite envoyé la voiture au centre de peinture pour refaire uniquement la partie avant, y compris les portes et les ailes. De retour au garage, il a terminé la réparation des ceintures et, en plus de cela, il a changé leur couleur pour un orange vif. Un choix audacieux et vraiment esthétique. Il a installé les ceintures, mais comme toujours, leur montage nécessitait de démonter de nombreuses pièces de l'intérieur. Il a répété la même procédure pour la ceinture de la banquette arrière, reconnecté toutes les fiches électriques, puis branché l'appareil de diagnostic en espérant ne voir aucune erreur. Et effectivement, tout était parfait. Il a ensuite testé l'allumage électrique et observé le voyant d'airbag disparaître avant de démarrer le moteur. La voiture reposait sur une suspension pneumatique, il devait donc régler les amortisseurs avant de la faire rouler. Il a remplacé le capteur qui indique à l'ordinateur la hauteur du véhicule par rapport au sol, ce qui ne lui a coûté que 40 livres sterling. Il a soutenu la voiture avec une cale en bois, car il n'avait installé qu'un seul bras hydraulique à ce stade. Ensuite, il a attaqué l'installation des phares avant, mais après réflexion, il a décidé de les acheter directement auprès de Lamborghini. Et là, il a atteint le prix le plus exorbitant de toute la restauration, 4 800 livres sterling par phare, une somme complètement folle. Il les a testés et bien sûr, ils fonctionnaient immédiatement. À ce stade, les traits agressifs du Urus commençaient enfin à se dessiner. Il a également acheté un capot en carbone au design différent de l'original, ainsi que 2 admissions d'air plus grandes pour les turbos et de nouveaux filtres. Il a ensuite installé la barre de renfort métallique qui traverse tout le compartiment moteur. Il ne restait plus que le pare-choc avant, qui intègre plusieurs capteurs et une caméra frontale massive. Cependant, le capot ne se verrouillait pas parfaitement à sa place, alors il l'a ajusté hors caméra. Enfin, l'Urus était de nouveau en parfait état, après des heures de travail acharné et des dépenses sans limite pour sa restauration. Et puisque l'argent n'était pas un problème, autant aller jusqu'au bout et lui offrir un kit white body en carbone pour un look encore plus radical. Ce qui est surprenant, c'est qu'il affirme que sa compagne, à qui il compte offrir l'Urus une fois restauré, préfère les voitures en configuration d'origine. Mais pour lui, ce n'était tout simplement pas une option envisageable. Il a commencé par démonter le diffuseur arrière en vue de le remplacer par des pièces en carbone absolument sublimes. Il a également installé 2 nouveaux ailerons en carbone à la place des originaux, ainsi qu'un immense spoiler de niveau Mansory. Avec le kit White Body, la largeur du véhicule a augmenté de 30 mm de chaque côté. L'Urus, déjà impressionnant d'origine, prenait désormais des allures de véritable monstre. Il a appliqué l'adhésif et monté les extensions d'ailes, une tâche relativement simple puisqu'aucun rivet ni vis n'était nécessaire. Avec les jupes latérales et la lame avant en carbone, le look devenait encore plus sauvage. Ensuite, direction la station-service pour faire le plein. La dernière étape consistait à remplacer les jantes, bien que cette fois, leur design ne s'éloigne pas trop de celui des modèles d'origine. Mais soudain, le voyant Check Engine s'est allumé à cause de l'échappement modifié. Il a donc emmené la voiture sur un banc de puissance pour reprogrammer le CU. Le bruit du moteur était tout simplement assourdissant, digne d'un avion de chasse. Après le tuning et le remappage, la voiture affichait désormais 707 chevaux et un couple avoisinant les 1000 Nm. Une accélération fulgurante et une vitesse de pointe digne d'un avion au sol. Enfin, la restauration de ce magnifique monstre signé Lamborghini était terminée. Honnêtement, je ne connais personne qui n'aime pas l'Urus. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette restauration et quel modèle vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. À bientôt!